C'est entre les gens qui se considèrent comme les héritiers de Biya, donc les gens qui ont vocation à récupérer le pouvoir après Biya, et le parti. C'est ce que moi je vois clairement. C'est-à-dire qu'on a deux groupes. Un groupe qui estime qu'il doit récupérer le pouvoir de Biya. Et donc il doit se positionner pour prendre ce pouvoir. Y compris en mettant de côté le parti. S'il le faut. Ils ne le mettent pas nécessairement, mais ils disent que même s'il le faut, ça veut dire que ce groupe estime donc que le leadership de cette campagne ne peut être un leadership du RDPC. C'est un leadership des gens, des héritiers de Biya, c'est-à-dire des gens qui sont autour de Biya et qui estiment qu'ils doivent prendre le pouvoir. Et ça justifierait la mise à l'écart de la machine du parti? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, parce que dans ce groupe d'héritiers, il y en a qui sont du RDPC. Mais ils estiment que si le parti prend le contrôle, le pouvoir leur échapper. Le pouvoir va leur échapper. C'est exactement ça que moi je vois dans cette distinction. Alors, pourquoi les gens, ce n'est pas très lisible? C'est parce que justement, il y a des éléments du RDPC dans les deux camps. Mais vous allez remarquer que dans le camp des héritiers, il n'y a pas que les gens du RDPC. Il y a les gens qui sont de hauts fonctionnaires, des ministres qui ne sont pas nécessairement du parti. Mais ils ont donc parti lié. Je vois beaucoup plus comme... C'est comme ça que moi je vois l'affaire. Depuis que cette histoire-là a commencé. Et vous allez bien constater que il est possible de les repartir en deux groupes. Oui. Le groupe des gens qui veulent confisquer le pouvoir parce qu'ils sont autour de Biya, et le groupe des gens qui sont strictement du RDPC et qui pensent que le RDPC, c'est le RDPC qui doit contrôler le processus. C'est comme ça. Mais dans et donc ce tout ce bavardage dans ce cas, puisque nos informations disent quand même que c'est le président, c'est Paul Biya lui-même qui aurait initié ces concertations. Non, c'est-à-dire, j'ai dit une fois de plus, le président Biya, c'est quelqu'un qui va lui dire que faisons comme ça. Donc, il va lui faire des propositions qui participent de sa stratégie. Il est évident que les gens qui sont dans les héritiers, qui ne contrôlent pas le parti, ils ne peuvent pas laisser le pilotage de cette période. Comment vous le savez? Mais moi, je suis un analyste. Mais il fait une lecture. Enfin, c'est... Non, je ne suis pas avec vous. Et généralement, quand je fais l'analyse, elle tombe tac. Lorsque je vois la posture du grand universitaire Jacques Famendongo revenir et parler, je me rends compte qu'il y a un souci. Soit il y a une mouvance de la jeunesse au sein de ce parti qui veut occuper les postes que les aînés ont, soit les aînés ne veulent pas laisser cette jeunesse progressive qui a le vent en poupe aller aux avant-postes du parti. Ou il y a donc ce que j'aurais appelé aujourd'hui au Cameroun, les aînés veulent à tout prix confisquer leurs acquis. Les aînés veulent à tout prix ne pas ouvrir le champ politique et tendre la perche à une jeunesse. Or, en 1982, je passe sous leur contrôle, la perche avait été tendue à un jeune de 49 ans par un aîné de 58 ans qui partait. Pourquoi est-ce que ces aînés veulent à tout prix que le président de la République reste toujours à croire, même lorsque leurs interventions, même lorsque leurs renseignements sont faux, à dire qu'au sein de son parti, il n'y a pas de jeunes qui veulent ce qu'on aurait appelé une mouvance progressive. Moi, je vais vous dire, voyez-vous, le Cameroun a connu à tout niveau, de 1957 à 1960, il y a une mutation politique au Cameroun, quand Amadou Ahidjo Batoura prenait le pouvoir. Les Moumiers, les Omniobé étaient déjà des fatigués d'une révolution et on a tendu la perche à un jeune. Le jeune a tendu la perche à un jeune. Mais pourquoi est-ce que le père Paul Biya ne peut pas tendre la perche à une jeunesse qui va arriver aux affaires? Il faut qu'il tende la perche. Nous le souhaitons qu'il aille au Britannique, qu'il se repose et qu'il soit
celui-là qui pourra donner des conseils comme Habib Bourguiba l'a fait un moment en Tunisie. Et non qu'il soit pris en otage par une élite comprador qui se refuse une certaine évolution du landerneau politique et pense pouvoir utiliser mes informations pour attirer vers leur projet déjà qui s'estompe par une force de l'expérience. Parce que lorsque vous avez un curriculum vitae et que vous ne pouviez plus rien ajouter au curriculum vitae, vous devenez donc ce qu'on appelle un grand conseiller. Et il faut le dire, et avec force, que la jeunesse camerounaise aujourd'hui se regarde à travers certains jeunes dans ce gouvernement et non plus à travers certains caciques de ce gouvernement. Parce que ces caciques-là sont dans l'échec et la trahison. Ils ont trahi le président de la République, qui laisse le président de la République prendre à bras le corps une réflexion idoine pour que nous changeons de cap. Parce qu'il est vrai, nous sommes nombreux. Lorsque je prenais ma voiture pour arriver aujourd'hui à Yaoundé, j'ai vu des jeunes de mon âge qui ne savaient pas à quel sens se vouer. Parce que les programmes ne sont pas ficelés selon leurs aspirations. Les projets politiques ne sont pas ficelés selon leurs aspirations. Il y a des gens qui ont pris des titres fonciers battus au pouvoir pour y rester pendant longtemps. Et nous, cette jeunesse aujourd'hui, au plus nous pensons que cela y va de l'identité du Camerounais. Il faut changer l'identité du Camerounais, qu'on revienne vers le passé et que nous prenions le rétroviseur de l'histoire du Cameroun. À tout moment, une certaine génération a tendu la perche à une autre, que cette génération nous tende la perche aussi. Alors, vous pensez, Njekam Tchameni, qu'il n'y a pas de problème à ce que les réunions de cette nature se tiennent au Palais de l'Unité et vous allez également intervenir sur... on a suivi des sorties dissonantes entre deux éminents membres de ce parti politique, ministre René Sadi et le ministre d'État Jacques Famdongo, sur la même antenne RFI, des jours qui se suivent, et qui disent des choses qui se contredisent pratiquement, même si le fond est resté le même. Comment vous analysez cela? Monsieur Boni, j'ai un ami à moi qui a le malheur, comme beaucoup de Camerounais, de vivre près d'un dépôt de poubelle. Vous savez qu'à Douala et Yaoundé, le pouvoir du RDPC semble absolument incapable de gérer la question des poubelles. Et cet ami, je lui ai demandé, mais comment tu fais pour vivre ici? Il dit que ce truc sent tellement mal que je me suis accoutumé à cette odeur-là et je la sens même plus pratiquement. Et je me rends compte... Ça fait déjà partie de sa vie. Oui, c'est-à-dire que vraiment, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il ne sent plus l'odeur. Et j'ai écouté avec attention M. Zogo, le professeur Zogo ici et le professeur Aboya Manassé, et qui manifestent, qui ont un peu la même manifestation, c'est-à-dire que le RDPC a commis tellement d'exactions qu'en réalité, ils sont devenus incapables de voir des choses qui sont grossières, quoi. C'est absolument inacceptable dans un régime de multipartisme qu'un parti politique se comporte comme s'il est propriétaire de l'État. En principe, dans un régime multipartiste, il y a l'État, les fonctionnaires, et il y a les partis politiques. Mais le RDPC se comporte comme un parti État. Et il rend extrêmement difficile l'exercice de la politique pour tout parti qui n'est pas le RDPC. Quand vous créez un parti politique au Cameroun, et nous nous sommes battus pour le retour du multipartisme, mais je me suis rendu compte que quand vous créez un parti politique, ce que vous avez en face de vous, ce n'est pas un autre parti politique, mais c'est l'État camerounais lui-même. C'est-à-dire que vous devenez comme une forme de rebelle, et vous avez donc devant vous le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, le commandant de brigade, le commandant de légion, le commissaire spécial, le délégué à la sécurité nationale, qui vous traite comme si vous êtes une sorte de criminel en puissance. Et vous voyez également donc les responsables du RDPC au plus haut niveau qui traitent les institutions étatiques comme étant la propriété privée de leur parti politique. C'est scandaleux, en fait. Mais ce pays n'est qu'une succession de scandales. Mais est-ce que pour l'organisation de ce parti, étant donné que c'est lui qui conduit les concertations, le secrétaire général de la présidence,
travaille à la présidence et qu'il serait sur le plan opérationnel plus facile de réunir les états-majors là. Non, je trouve ça scandaleux. Un jeune homme de son âge qui a des difficultés à se déplacer. Déjà, en fait, il prend l'habitude de M. Biya. M. Biya n'a pas tenu les réunions du parti à la présidence. C'est pas sa maison personnelle. Et c'est définitivement pas la maison du parti du RDPC. C'est la présidence de l'État du Cameroun qui appartient à tous les citoyens. D'ailleurs, je voudrais revenir également sur ce que le professeur Zogo a dit concernant, je peux dire, la mobilisation permanente du RDPC, qui est en contraste terrible par l'immobilisme, voire la disparition de celui qui est le chef de ce parti politique, et ce qui explique des passes d'armes vraies ou imaginées des partisans de cette organisation qui semble avoir, ou dont les membres semblent avoir des difficultés à accéder à leur patron. Peut-être que la passe d'armes entre le ministre de la Communication et le secrétaire général de la présidence est imaginée, mais des contradictions entre son interview à RFI et celle du professeur Famundongo, celles-là, elles sont parfaitement réelles et montrent qu'il y a une sorte de vacance non dite quelque part à la tête du parti et par conséquent à la tête de l'État du Cameroun, puisque le RDPC nous dit et nous répète qu'ils sont le parti gouvernant. Alors si votre chef est incapable de diriger un parti, je ne vois pas exactement comment il peut être capable de diriger un État. Nous sommes dans une situation très très inquiétante à mes yeux. Laquelle des deux sorties chez les confrères de Radio France Internationale ferait foi selon vous? Celle de René Sadi ou celle de Famundongo? Celle du ministre Sadi est corroborée par des déclarations antérieures du président Biya lui-même, qui, répondant à un journaliste français, je crois, avait dit « j'ai le choix, je peux soit me représenter, soit aller me reposer ». Donc 50-50 me semble en concordance avec cette réponse-là. Celle du ministre Famundongo est sibylline. En fait, elle est étrange même, parce que quand on lui demande « est-ce que vous avez rencontré le chef de l'État ?» il dit que non, il n'a pas rencontré. En fait, il ne dit pas « je ne l'ai pas rencontré », il dit « je ne vous dirai pas, mais j'ai des bonnes sources ». Oui, qu'il a puisé à bonnes sources. Et donc, montrant donc ainsi, parce que si vous rencontrez le chef de l'État, vous direz « j'ai vu le chef de l'État, il me l'a dit ». Mais il dit qu'il a rencontré à bonnes sources, donc, et des suspicions existent quant à la capacité du président de la République, parce qu'il a disparu de la scène, c'est-à-dire qu'il a disparu en tant que chef de parti, il a disparu en tant que chef de l'État, personne ne sait où il est, bon, et maintenant donc les gens y vont de toute forme de rumeurs. Certains disent qu'il est dans une chambre médicalisée à la présidence et que voilà, bon, donc des gens disent n'importe quoi, mais en fait c'est la faute du président de la République. Il ne s'appartient pas. Au point qu'on arrive à des situations, à des scénarios où le ministre Sadi ferait une sortie sur RFI, parce qu'on a toujours dit qu'il obtient une autorisation. D'ailleurs, c'est ce qui se passe lorsque nous avons besoin d'un officiel, soit de l'administration, soit du parti. Alors, il obtient une autorisation, il va chez RFI, il fait une déclaration qui ne serait pas concertée, je veux dire, en interne dans le parti. Vraiment, les deux copanélistes ici qui sont du RDPC devraient dire aux Camerounais qu'ils sont en difficulté, en fait. Vous êtes clairement en difficulté. Pourquoi vous dites qu'ils sont en difficulté alors qu'ils vous disent qu'il n'y a plus de problème? Ils ne veulent pas là. Ils veulent pas là. Ils veulent pas là. On nous pose la question parce que nous sommes des gens courtois. Nous ne sommes pas. Nous ne va pas vous interrompre. D'accord. Donc, quand on nous donnera la parole, on s'exprimera. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, nous nous réjouissons. Nous ne pourrons pas être fâchés
qu'après 43 ans, vous soyez en difficulté. D'ailleurs, il n'y a rien d'étonnant à cela. Vous êtes épuisé, ça fait quand même 43 ans que vous êtes au pouvoir. Et donc, ces soubresauts sont normaux, des signes normaux de vieillissement. Parkinson, ça tremblote de toutes parts. Et nous sommes déterminés cette année à nous assurer que ce soit la fin pour votre régime. Mais président Jekam Tchameni, n'oubliez pas que le RDPC aussi c'est une machine, c'est-à-dire qu'il peut avoir des relais. Il y a le chef de l'État, enfin, il y a le président national du parti, et il y a ces militants, ces lieutenants qui peuvent faire un travail sur le terrain qui rattrape ce qu'il aurait pu faire. Donc ce n'est pas comme si vous étiez de ceux qui veulent faire personnaliser le parti et ne le limiter qu'au seul individu Paul Biya. Non, absolument. Hein. D'ailleurs, je veux vous dire que j'ai étudié avec attention les chiffres, les résultats des élections présidentielles de 1992 à 2018. Et ce que j'ai observé, c'est que le RDPC, malgré le fait qu'il dispose de tous les moyens d'État, qu'ils abusent d'ailleurs des moyens de l'État, n'arrive pas à dépasser le seuil de 3 millions de votants. Hein. Sans alliés. Non, même avec des alliés. Avec des alliés. Puisque depuis 1997, ils sont dans une alliance avec l'UNDP et le FSNC. Voilà, qui leur donne, au niveau de l'élection présidentielle, un avantage réel. Mais cet avantage réel n'empêche pas que depuis 2011, ce soit la victoire de l'abstention. C'est-à-dire que le RDPC a fait son plein. La courbe monte, elle part de 92, monte en 97 à cause du boycott et descend et se stabilise autour de 2,5 millions de voix. Je ne pense pas que, et je suis certain, compte tenu de la rupture de l'alliance RDPC, UNDP, FSNC, que le RDPC propre aura quelques difficultés à avoir 1 million de voix. Alors, pour ça, Zogo. Que les professeurs qui viennent du RDPC parlent beaucoup, donnent trop d'explications. C'est-à-dire comme s'ils voulaient absolument convaincre les gens, y compris par la force. Ils sont là pour convaincre, bien sûr. Oui, mais il faut présenter les arguments, mais sans agressivité, sans... Le professeur Zoro ne fait que tourner en rond, il bavarde beaucoup. Moi, je vois en fait une dissension. Mais elle ne s'inscrit pas dans le sens que vous voyez là. Cette dissension, elle s'inscrit dans le cadre du régime lui-même. Pas du RDPC, mais du régime. Le régime qui comprend la haute administration, le gouvernement et le parti. Et cette dissension, c'est entre les gens qui se considèrent comme les héritiers de Biya, donc les gens qui ont vocation à récupérer le pouvoir après Biya, et le parti. C'est ce que moi je vois clairement. C'est-à-dire qu'on a deux groupes. Un groupe qui estime qu'il doit récupérer le pouvoir de Biya. Et donc il doit se positionner pour prendre ce pouvoir-là. Y compris en mettant de côté le parti. S'il le faut. Ils ne le mettent pas nécessairement, mais ils disent que même s'il le faut, ça veut dire que ce groupe estime donc que le leadership de cette campagne ne peut être un leadership du RDPC. C'est un leadership des gens, des héritiers de Biya, c'est des gens qui sont autour de Biya et qui estiment qu'ils doivent prendre le pouvoir. Et ça justifierait la mise à l'écart de la machine du parti? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, parce que dans ces groupes d'héritiers, il y en a qui sont du RDPC. Mais ils estiment que si le parti prend le contrôle, le pouvoir leur échappe. Le pouvoir va leur échapper. C'est exactement ça que moi je vois dans cette distinction. Alors, pourquoi les gens, ce n'est pas très lisible? C'est parce que justement, il y a des éléments du RDPC dans les deux camps.
Mais vous allez remarquer que dans le camp des héritiers, il n'y a pas que les gens du RDPC. Il y a les gens qui sont de hauts fonctionnaires, hein, des ministres qui ne sont pas nécessairement du parti. Mais ils ont donc parti lié. Je vois beaucoup plus comme... C'est comme ça que moi je vois l'affaire. Depuis que cette histoire-là a commencé. Et vous allez bien constater que il est possible de les repartir en deux groupes. Oui. Le groupe des gens qui veulent confisquer le pouvoir parce qu'ils sont autour des billards, et le groupe des gens qui sont strictement du RDPC et qui pensent que le RDPC, c'est le RDPC qui doit contrôler le processus. C'est comme ça. Mais dans et donc ce cas, tout ce bavardage dans ce cas, puisque nos informations disent quand même que c'est le président, c'est Paul Biya lui-même qui aurait initié ces concertations. Non, c'est-à-dire, j'ai dit une fois de plus, le président Biya, c'est quelqu'un qui va lui dire que faisons comme ça. Donc, il va lui faire des propositions qui participent de sa stratégie. Il est évident que les gens qui sont dans les héritiers, hein, qui ne contrôlent pas le parti, ils ne peuvent pas laisser le pilotage de cette période. Comment vous le savez Mais moi, je suis un analyste. Il fait une lecture. Enfin, c'est... Non, je ne suis pas avec vous. Et généralement, quand je fais l'analyse, elle tombe tac. Parce que je connais comment nos gens se comportent. Et c'est aussi la preuve que le président Biya n'est pas vraiment très impliqué dans cette histoire. Ça veut dire que il y a deux groupes. Regardez un peu comment la triste mine que fait le RDPC avec ses responsables, le secrétaire général et les autres. C'est-à-dire, on sent qu'on leur dit, écoutez, foutez la paix aux gens, restez tranquilles, restez dans votre petit coin. Les héritiers sont là. Et ne faites pas l'idiot. Même quand on a vu ensemble dans une forte accolade, une chaude accolade. Mais cette accolade-là, non, c'est-à-dire, la force du RDPC aurait été que le SG et ses collaborateurs, c'est-à-dire ses adjoints, pilotent, parce que c'était un événement politique. Et le RDPC est l'appareil politique du président Biya. Mais on voit bien que ce sont les héritiers, c'est-à-dire tout ce qui rôde autour de son pouvoir et qui estiment qu'ils doivent arracher ce pouvoir-là, y compris par les moyens de force, n'est-ce pas? Après Biya, on sait qu'ils ont ce projet. C'est eux-là qui sont à la Select. Ils sont conduits par qui? Ils sont à la Select. Et ils sont prêts à cogner n'importe qui ne serait pas avec eux, n'est-ce pas? Y compris si tu es du RDPC. Mais la collade, est-ce qu'on attend que le secrétaire général du RDPC aille en quelque sorte adouber une opération qui n'est pas très conforme à la logique politique? Mais comment vous dites qu'elle n'est pas conforme si elle est initiée et validée par celui qui... Est-ce que vous avez vu Biya valider quelque chose? Vous supputez sur la base de qu'on vient vous raconter. Vous n'avez rien vu. Moi, je vous dis que sur la base de ce qu'on constate, les choses sont claires. Les héritiers de Biya, ceux qui se considèrent comme héritiers de Biya, ont déjà engagé les hostilités. En disant que même le RDPC, s'il ne nous suit pas, s'il ne se met pas à notre service, on va le combattre. C'est tout. Et on voit d'ailleurs bien que le RDPC se soumet. Puisqu'il y a une petite résistance qu'on voit de part et d'autre. Bon, ce n'est pas résistance suffisante pour dire aux gens du palais qu'arrêtez. On voit bien d'ailleurs qu'en dehors de quelques isolés, tout le reste suit. C'est comme ça que moi j'ai vu ça peut justifier, si on tient compte de votre lecture, que ces concertations se déroulent au Palais de l'Unité. Bien sûr. Le palais est un lieu rassurant pour les héritiers de Biya, puisqu'ils contrôlent le palais. Ils ne contrôlent pas le siège du RDPC.
Parce que là-bas, avec les gens de on leur aurait dit que vous, ce n'est pas vous qui commandez ici. Ils auraient peut-être fait un vote, n'est-ce pas? Où j'ai pris des mesures. Donc, sinon, c'est expliqué comme ça. C'est comme ça, c'est ce que moi je vois. Donc, ce discours, cette irritation que vous entendez là, sur le plan médiatique, traduisent un véritable combat. Pas à l'intérieur du RDPC, mais à l'intérieur du régime. Je dis bien, parce que je distingue, pour moi, le régime, c'est la globalité. Le RDPC, le gouvernement et la haute administration. Tous ces fonctionnaires. Donc, le combat maintenant, c'est entre les héritiers du Biya qui sont dans les trois lots. Hein? On les rencontre au RDPC, on les rencontre dans le gouvernement, on les rencontre dans la haute administration. Donc, ils ont formé un groupe pour contrôler la transition, y compris en brutalisant le RDPC. Oui. Mais ce que Dieudonné Soumbadji... Le débat n'est plus si Biya va se présenter, ou même s'il va gagner. Ça, c'est un détail. Tel que le système est structuré, un, Biya va se présenter, et deux, il va gagner. On ne voit pas très bien ce qui peut l'empêcher de se présenter, parce que pour le moment, il est encore vivant. On ne voit pas très bien ce qui peut amener à sa défaite, parce que l'opposition n'a rien fait pour ça. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est ce qui va suivre. Et c'est pour ça que je dis que même ceux qui agissent aujourd'hui, ils n'agissent pas pour remplacer Biya pour les élections. C'est toujours des batailles de positionnement. C'est des batailles de positionnement. C'est-à-dire que maintenant que Biya va prendre le pouvoir et que de toute façon, il ne pourra pas être plus actif qu'il y a un an. C'est-à-dire il va davantage disparaître encore. Qui va contrôler le pouvoir? Et qui va contrôler la succession? C'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. Le vrai enjeu que, oui, Biya va être proclamé élu, mais de manière formelle. Mais il y a des gens qui vont gérer le Cameroun. Et c'est ça l'enjeu. Est-ce que ce sera le parti ou bien est-ce que ce sera ses héritiers? Parce qu'il faut comprendre comment les deux interprètent les choses. Les gens du parti pensent que c'est eux qui font gagner Biya. Les héritiers de Biya pensent que c'est Biya lui-même. C'est sa personnalité qui fait gagner le parti. Il y a donc d'abord une divergence. Et cette divergence va éclater. J'ai toujours dit que l'après-Biya risque de nous amener du désordre. Ce désordre ne viendra pas d'ailleurs. Il est à l'intérieur même du système. Il est à l'intérieur même du RDPC. Ce n'est pas l'opposition. Hein? Non. Le désordre, c'est pour ça que j'ai dit que la reconduction du président Biya est un risque systémique sur le système et sur le RDPC lui-même. Parce que ce que vous avez vu entre Sadi et Famine Doro, non. Ça traduit une véritable divergence. Et cette divergence ne se situe pas sur Biya, mais sur l'après-Biya. Comment on se positionne? Je vous ai dit, il y a des gens qui pensent que c'est le RDPC qui doit gérer la succession. Il y a un groupe qui estime que c'est lui qui doit prendre la succession. Et c'est cette divergence que nous voyons aujourd'hui. Les grands militants du RDPC, notamment les professeurs, on dérive le débat. Il n'y a pas de débat sur la candidature de Biya ou sur sa capacité de gagner. Tel que ça se présente, il n'y a pas de débat. Ça va se passer comme ça. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Et l'après commence après octobre. Donc, c'est imminent. C'est cet après qui est source de danger. Source d'inquiétude. D'inquiétude. D'accord.